Nous allons poursuivre cette émission avec un professeur de lettres modernes à la retraite. Ce passionné de mathématiques et de philosophie vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal son troisième roman intitulé Volupté fatale. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Sidi Bouya Mbaye. Bonsoir M. Mbaye. Bonsoir M. Ndiaye. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois sur ce plateau. Merci. Vous venez nous présenter votre troisième roman, Volupté fatale. Quand on voit déjà la couverture avec un peu le logo du sida, on se dit que peut-être qu'il y a un rapport avec le sida. Et effectivement, à l'intérieur de ce roman, vous nous contez l'histoire d'Angela, qui est l'héroïne un peu du roman, et qui est une fille, une étudiante qui a eu à avoir beaucoup de péripéties un peu dans sa vie. Et vous nous racontez son histoire et un peu en feedback, vous nous faites un petit flashback aussi par rapport à l'histoire de sa famille, à l'histoire de sa maman. Et je trouve que c'est vraiment un excellent roman, très bien écrit, mais un peu tragique, un peu quand même, sur les bords. Ah ouais. Bonsoir, M. Ndiaye. Mais non, tragique, ouais. Parce que, vous savez, en fait, la tragédie humaine, c'est déjà le fait d'avoir le sida. C'est déjà, somme toute, hein, bien qu'on n'en meure plus, est déjà une situation assez dramatique, tragique. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de la médecine, c'est possible d'espérer. Encore qu'à ce jour, il y a 40 millions de séropositifs enregistrés. Absolument. Et l'année dernière, 700 000 morts. Pour dire que cette pandémie, à l'image des autres pandémies, malheureusement tue encore. C'est vrai qu'on n'en entend plus beaucoup parler. Et votre ouvrage, je pense, est un rappel aussi, un bon rappel, parce qu'on a tendance à oublier le sida, on n'en parle plus. Depuis un an, ça c'est clair que on ne parle plus que du Covid. Mais là, vous nous rappelez que le sida est toujours là. Que le sida, on vit avec depuis longtemps. Comme cette pandémie qui, dans sa troisième vague, est en train de sévir encore. Le sida a eu ses heures, mais il est toujours là. Et le taux de séropositivité est devenu très, très important, surtout dans une tranche d'âge assez quand même délicate. Et j'ai été voir, j'ai rencontré les personnes, le personnel qui est chargé de la riposte, notamment Madame le ministre Safietou Thiam, le directeur exécutif du Comité national de lutte contre le sida, mais pour simplement dire que le sida est là, est bien là dans la cité. Et malheureusement. On voit aussi dans le roman, vous nous parlez un peu de la vie estudiantine, de tout ce qu'il y a comme tentation au niveau de la jeunesse, surtout au niveau des jeunes filles. Là aussi, vous nous parlez de tous les problèmes qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux. Maintenant, les gens se rencontrent sur les réseaux sociaux, tissent des relations, et parfois, c'est des choses qui peuvent être vraiment dommageables. Très dommageables, à tout point de vue. Je disais dans le roman que c'est la plus grande entreprise de prostitution jamais organisée dans le monde. Aujourd'hui, voyons les dégâts que cela produit au niveau de la jeunesse et même dans la famille. À 3 heures du matin, parfois, si le parent s'approche de la chambre des filles ou des enfants, il verra quelque chose qu'il n'aurait jamais soupçonné. Absolument. Et bonjour les dégâts. Les nouvelles techniques de l'information et de la communication, l'éthique, ont certes beaucoup d'avantages, mais vraiment un trop plein d'inconvénients. Et c'est par la magie de cette éthique qu'Angela a eu à succomber sous le charme d'Osvaldo, le prince de la mode à Paris, et pour la finalité, devenir séropositive. Tout un bouleversement. Et
au-delà de la tragique, en fait, de la trame difficile et vraiment de ce vécu difficile de cette jeune et belle fille, qui est l'incarnation supérieure de la beauté, à l'image de... Même Ornella Muti, hein, la plus belle ne serait qu'une de fille devant elle. Ben, c'est l'incarnation réellement de la beauté. Ça m'a fait sourire parce que quand vous parlez d'Ornella Muti, les jeunes ne vont pas connaître quand même. Ah non, l'une des plus belles femmes du monde. Hein, en fait, franchement, en plus, je pense que ce n'est pas la première fois que vous faites allusion à Ornella Muti dans vos, dans vos romans. Je plonge dans la jeunesse pour qu'elle aille faire des recherches. Et donc, voilà, c'était l'incarnation de la beauté achevée. Or, c'est quoi la volupté? La volupté n'est que le plaisir des sens. Et Baudelaire en a fait son credo dans tous ses écrits, le Charles Baudelaire. Et donc, la volupté, malheureusement, est toujours fatale. C'est le plaisir des sens, plaisir, désir, plaisir, souffrir. C'est vrai. Et donc, malheureusement... On ne va pas trop dévoiler la trame, juste avant de passer la parole à Ibrahima. Mais je me suis dit que quand même, voilà, vous avez poussé peut-être le bouchon un peu trop loin dans la tragédie, parce que moi, quand j'ai revu Zambo dans l'ouvrage, qui est cet officier qui évolue un peu dans la région sud, quand je l'ai revu, je me suis dit, non, il ne va pas nous faire ce coup-là quand même. On ne va pas vraiment, voilà... Zambo. Vous savez, en fait, que là, je me suis dit, mais quand même, quoi... La beauté, elle est hideuse. Voilà, déjà le sida, mais après partir dans l'inceste, je veux dire ça. Ah, mais non, mais malheureusement, vous savez, lorsque, par exemple, c'est un coucou à l'armée, hein, je vous salue, soldats, mais je suis en garde à vous, hein, mais pour autant, on fait des ravages. Et lorsqu'on est dans le maquis, face à la mort, dans l'omniprésence de la mort, et lorsqu'on retrouve ses habitudes, malheureusement, d'homme naturel, le désir s'installe. Et lorsque la beauté se présente et déclenche la volupté, on peut faire beaucoup d'erreurs à regretter. Et ainsi, que de victimes, pas simplement des mines. Bonjour, cher ami. Je l'appelle désormais cher ami. La première fois qu'on s'était vu, on s'est découvert sur ce plateau. Voilà. Pris d'affection, tout ça, on a discuté, on a beaucoup échangé des après-midi, etc. au téléphone. Monsieur Mbaye, c'est un gros bavard. Il peut rester pendant des heures au téléphone à discuter, à refaire le monde. Ça, c'est l'hôpital qui se manque de la charité. Exactement. Et comme j'ai discuté, on parle beaucoup au téléphone et il m'a fait l'honneur et le privilège de m'inviter dans l'intimité de son foyer pour qu'on parle de cet ouvrage qui allait sortir. On s'était promis de se voir tous les week-ends pour lire tout ça, etc. Et puis, il y a eu la pandémie. Mais on a partagé au moins une séance, je pense. J'ai été le voir chez lui, on a discuté. Et j'ai appris, c'est comme ça, parce que je lui aurais posé la question si on ne s'était pas vu dans l'intimité comme ça. Je lui ai posé la question, mais comment faites-vous grand pour écrire? Et je voulais démontrer. Et il m'a démontré. C'est lui qui dit qu'il y a quelque chose, moi, que je n'arrive pas à comprendre. Comment pouvez-vous raconter des scènes, des personnages, des coins, des soldats par-ci, une fille qui voyage, etc. Dans ces détails-là, comment faites-vous? Vous n'écrivez pas. Comment faites-vous? Il me dit qu'il dicte comme ça. Tout est dans sa tête. Je lui dis, mais OK, on va faire l'expérience. Je vais jouer au rédacteur, vous allez jouer au conteur, et j'ai vécu l'expérience chez lui. J'arrive, il me récite pratiquement le roman. Je suis à l'ordinateur, je tape, et il me raconte des choses dans les détails, et quelquefois, il revient en arrière en me disant, là, rajoute ça ou rajoute ça. Je n'ai pas écrit le roman, c'est lui qui l'a écrit. Je l'ai aidé un peu à taper, on va dire, à saisir le texte. Et j'ai été impressionné par sa capacité intellectuelle à narrer des situations et que tout est parfaitement structuré dans sa tête. Tout. Les détails, vraiment. Même là, le charme de ne pas voir. Hein. Là, je me dis que la prouesse est peut-être moins flagrante parce qu'il décrit peut-être un pays qu'il connaît bien, mais si vous avez lu Le Rescapé, je pense, là, il parle de l'Afrique du Sud et il n'était jamais allé en Afrique du Sud. Et il récidive, c'est ça qui est extraordinaire. Et il dit que ça, c'est le charme de la nuit. Mais la nuit. Mais écoutez, le jour et la nuit fondent le temps. La nuit en tant qu'environnement noir, obscur, qu'on ne voit pas. Et au plus profond de l'inconnu, c'est là où on découvre le connu. L'imagination est dans la tête.
Moi, rien ne me distrait. Je suis mathématicien, vous l'avez dit. J'ai été formé par la rigueur mathématique. Et ce faisant, je restitue. Je n'ai pas besoin de voir. Car, comme on l'avait dit la dernière fois, ne pas voir, c'est voir. Vous vous rappelez? Avec la longue nuit. Moi, je suis un homme de la nuit. J'habite la nuit. J'habite dans la réflexion profonde. Et ça, je rends grâce à Dieu. J'ai une intimité avec la divinité qui voit pour moi. C'est en cela où je peux, à tout instant, parce que vous vous rappelez le deuxième roman, Oui. c'est par rapport à des inquiétudes de certaines personnes de bonne chance que j'ai rencontrées qui s'étonnaient. Comment un aveugle peut-il écrire des romans? Et chaque fois, je disais à l'autre, à la personne, prenez une feuille, j'écris, je dicte, il écrit. J'amasse tout, la compilation, et c'est ça qui a fait la longue nuit. Ouais. C'est toujours comme ça. Et c'est une expérience vraiment extraordinaire. Et ça nous a permis, pour revenir au roman en tant que tel, il est question dans ce roman de souffrance. Dans cet ouvrage, vous abordez la problématique de nos comportements face à la maladie. Face à la maladie qui advient sans qu'on s'y attende. Parce que cette jeune fille à qui le médecin annonce qu'elle est séropositive n'en croit pas ses yeux. Elle réplique en disant au médecin, sida moi, comme si elle était protégée, comme si elle était immunisée, si comme elle n'était plus qu'une femme, qu'elle ne pouvait pas être exposée à ces sortes de maladies. Ensuite, il y a tout ce périple qui va suivre cette femme-là, qui va quitter sa condition d'étudiante pour aller voyager, pour revenir dans le pays, pour rencontrer des hommes. Mais ce qui l'anime après tout, et c'est ça qui est étonnant, comment face à la maladie, nos comportements peuvent changer et varier en fonction de notre personnalité. Il y a des gens qui prennent la maladie avec philosophie, comme étant alors le flux du destin, et acceptent ce destin. Mais on a l'impression que cette femme-là, et ce n'est même pas qu'une impression, n'accepte pas ce destin tragique, même si on lui dit quelque part, la vieille dame lui dit, c'est la punition divine qui t'a frappé parce que tu n'as pas respecté la tradition. Et dans notre pays, quand on ne respecte pas la tradition, la punition divine, le destin vous frappe. Cette femme n'accepte pas le destin. Elle va à l'assaut, voire à contre-courant du destin en cherchant à se venger des hommes. C'est ça l'histoire. Elle va chercher à se venger des hommes et là, elle va avoir des moments d'espoir où elle ambitionne de retourner aux sources et d'abandonner même cette vengeance. Mais on a l'impression que chaque fois que le bonheur ou l'espoir est au coin de la rue, au point de lui faire abandonner cette idée de vengeance, cette ambition de vengeance, on a l'impression que le sort s'acharne sur elle et ça va la conduire jusqu'à l'inceste d'un père qu'elle n'a jamais connu. Et cela va la conduire... Il ne faut pas dévoiler tout. Non, on ne dévoile pas tout. Et ça, là, non, pour que les gens comprennent bien, après maintenant, l'histoire, elle est là. Après, c'est aux gens de voir la qualité, parce qu'un roman, c'est ça. Comment on vit l'histoire, comment les rebondissements, et comment. Et ça, elle va finir tragiquement. Et là, vous nous laissez comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Elle est belle. La beauté dans son expression achevée. Elle était une architecture de réponse au désir, et même des hommes les plus préparés. Elle était la volupté même. Et donc, mais Dieu, le dessein, l'a aidé, Dieu l'a aidé. Hein. Mais à un moment, malheureusement, voilà, elle n'a pas pu échapper à ce qu'elle ne veut pas chercher, comme toujours. Hein. On n'est pas séropositif parce qu'on veut être séropositif. Mais c'est le destin, c'est acharné, ou l'erreur, ou le comportement, ou le manque d'information, surtout, comme la plupart de nos jeunes filles. Ben, écoutez, l'amour, le grand amour, l'amour d'Emmanuel, vous vous rappelez, Emmanuel, hein, les grands amours, là, l'âge d'Emmanuel, la jeune fille a tendance à amplifier la vie, à donner à la vie une dimension qu'elle n'a pas. Et donc, par la beauté, autant qu'elle est belle, autant qu'elle cherche la beauté. Osvaldo était l'incarnation aussi de la beauté, d'un homme accompli, et qui, comme la plupart de nos, malheureusement, de nos femmes et de nos filles, a ce truc de l'Occident. Certains prennent la parole, d'autres par l'image y vont. Et Osvaldo, il y a eu ce coup de foudre qui cherchait une bonne... En fait, parce qu'elle, celle aussi, elle était... On ne peut pas... Non, aucune personne n'aurait pu la résister, hein, je ne pense pas. Et donc, voilà, elle est séropositive sans la vouloir.
Et sans qu'Osvaldo le veuille aussi. Mais face à ça, après, quelle a été sa vie? Dans sa vie, vous avez vu, sa famille a été décimée par les forces. Ce qu'on appelait rebelles ou indépendants, c'est selon. Bon. Sa mère, qui l'a couvré de bonheur, qui était là, toute présente, etc., qui l'avait aidé à échapper tous les pièges que les hommes ont posés, parce que les pédophiles et tout ça, ça a coulé dans sa vie. Elle est belle, elle attire les hommes, on n'y peut rien. Et donc, c'est assez difficile face à tout ce qui s'est acharné sur elle. Et un père qu'elle ne connaissait, qu'elle n'avait pas connu, donc qu'elle soupçonnait. Okay? Et donc, voilà, tout cela mélangé, c'était qu'une personne. Et face à ça, elle a failli sombrer, parce que la réaction normale de quelqu'un à qui on annonce son statut sérologique est la même chose. J'ai fait des enquêtes. Et donc, on réagit face à cette nouvelle bouleversante. Non, sida, non, c'est pas pour moi. Parce que l'enfer est pour les autres. Je pense que c'est pour toutes les maladies. Pour toutes les maladies, hein, parce qu'au-delà de... Là, c'est le prétexte pour le sida. J'en avais promis à une copine séropositive d'écrire quelque chose sur elle. Hein. Je suis allé faire des recherches. Et ça, c'est ma participation à la réponse. Et c'est ça que je voulais dire, parce qu'à travers tout le roman, c'est vraiment... la deuxième héroïne, c'est cette maladie dans le roman. Et vous avez fait beaucoup de recherches, comme vous dites, et vous avez pu expliquer aux gens que maintenant, de plus en plus, on ne meurt plus du sida. Les gens parviennent à vivre, parce qu'il faut pas faire la différence entre la déclaration de la maladie, le fait d'être séropositif, et que la déclaration de la maladie en elle-même, c'est-à-dire qui atteint l'immunité. Là, les gens parviennent à vivre, et même parfois... la sérologie peut être inversée, elle peut changer. Le virus, on peut même guérir, voilà, entre guillemets, du sida. Il n'y a eu que des cas qui ont été... Je pense même qu'il y a une vraie pédagogie dans ce roman où vous abordez de front la problématique du sida et même au-delà du sida, des maladies de manière générale. Pour dire aux gens, ne perdez pas espoir. Cette jeune fille, le médecin lui dit clairement, il y a des gens qui sont séropositifs. Être séropositif, ça ne veut pas dire forcément avoir le sida et devoir mourir du sida. La preuve, elle garde toute sa beauté. Et vous abordez à un moment, on l'a dit, hein, les problématiques liées au sida, pour nous rappeler que le sida est encore là, que le virus est encore là. Et je pense que les autorités qui s'occupent de ces questions-là doivent en tout cas s'intéresser. Je pense que c'est très intéressant comme approche pédagogique par rapport à la problématique du sida. Donc, en tout cas, parce qu'on met l'homme en face de lui-même. Absolument. Et c'est la condition humaine. L'homme face à lui-même, dans les masques, etc. La réaction face à la mort. Parce qu'il y a toute une réflexion sur la mort, sur la vie. Parce que face à la situation, on cherche Dieu. Où est-ce qu'on la trouve? Bon, avec la bouche de Vereja, elle le plonge dans une réflexion métaphorique sur l'homme en réalité. Qui sommes-nous en réalité, nous autres? Mortels, oui, mais en réalité, j'ai porté la contradiction, enfin pas la contradiction, mais je ne pense pas que Socrate ait eu raison de dire que tout ce que je sais que je ne sais rien. Je pense plutôt qu'il faut que les gens sachent que tout ce que je sais que je ne sais rien. Absolument. Je ne suis qu'un instant dans la vie, dans la grande étendue et dans tout ce que Dieu a voulu faire. En tout cas, c'est un excellent roman que vous avez produit. Ça s'appelle Volupté fatale. Volupté, ça, il n'y a pas d'article. Volupté fatale, oui, c'est votre troisième roman que vous avez publié aux éditions L'Harmattan Sénégal. Monsieur Sidi Bouya Mbaye, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci.